en fait de son sens, du sens que voulait lui donner de Gaulle. Mais il n'en renonçait pas moins, de Gaulle, à une certaine forme de coopération européenne, parce qu'il a proposé dans ces années-là, dans les années 60, je crois que en 64-65, le plan Fouché qui était entre les pays constituants de la communauté européenne de l'époque, entre ces pays-là, une forme de coopération qui aurait été de la défense à la culture, etc. Je me souviens un peu les détails, mais De Gaulle estimait nécessaire une certaine forme de coopération intereuropéenne. Alors, je vais répondre, avant de répondre, je réponds tout de suite à votre question, enfin qui est pas vraiment une question, mais je vais répondre à votre remarque. Pour dire que les personnes qui s'en vont maintenant, donc je vous remercie d'avoir assisté à cet entretien, et aussi qu'à la sortie, nous avons donc une boutique. Vous pouvez acheter des produits donc, de la boutique UPR sans avoir payé les frais de port si vous les achetez directement. Et en particulier, il y a du savon d'Alep si vous avez une hygiène un peu défectueuse. Vous pouvez les acheter. Et il y a aussi plein d'objets, donc vous verrez. Et donc c'est une opération, il n'y a pas de frais de port, on l'appelle l'opération Balance ton port. Et par ailleurs, vous avez également une autre opération, c'est que si vous adhérez maintenant, à titre tout à fait exceptionnel, c'est notre opération Dalida, c'est-à-dire que je vous signerai sur une carte à mon effigie une dédicace personnalisée, datée, que vos petits-enfants pourront revendre en 2060 chez Christie's New York avec une forte plus-value. Donc je vous invite à adhérer maintenant à l'UPR. Maintenant, je vais répondre à la question de monsieur, qui est une bonne remarque. Je ne suis pas sûr que vous ayez vu ma conférence en ligne qui s'appelle « Qui gouverne la France ». La réalité, c'est que De Gaulle d'abord, je rappelle aussi préciser un truc qui est important, nous ne sommes pas un mouvement gaulliste. Je cite souvent De Gaulle, parfois trop souvent, mais chez nous, il y a, comme il y a des gens de partout, des gens qui viennent du FN, des gens qui viennent de l'AFI, des gens qui viennent du Parti Socialiste, chez les Républicains, des Verts, du NPA. Il y a surtout énormément de Français qui ne votaient plus et des abstentionnistes. Il y a des gens de droite, de gauche, des droits, des socialistes, de tout. Il y a, grosso modo, il y a tout. Et je sais, notamment quand je fais des conférences dans le sud de la France, qu'il y a des Français d'origine pied-noire, notamment, qui voient rouge encore quand on leur parle de Gaulle. Nous, on ne se pratique pas un mouvement gaulliste. De Gaulle, en gros, entre, disons, l'épisode 1940-1946, en gros, il y a quoi, 98% des Français qui approuvent De Gaulle sur cette partie de sa vie. En gros. Il y a encore quelques irréductibles mais bon, en gros, c'est 95-98%. En revanche, De Gaulle 58-69, auquel vous faites allusion, il y a encore des gens qui ont pu souvenir, qui étaient perçus comme un homme de droite, etc., et qui, et notamment alors, par ailleurs par nos compatriotes qui sont originaires d'Afrique du Nord, considèrent que De Gaulle les a trahis en Algérie, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, et qu'il a quand même assez mal géré cette affaire, qui d'ailleurs était par ailleurs très mal partie. Et là aussi, ça reste à écrire, l'influence américaine et soviétique pour évincer la France d'Afrique du Nord, c'est encore toute une autre histoire. Alors je reviens, donc je dis ça parce que ne pensez pas que nous soyons un mouvement gaulliste. Il y a des gens qui nous disent, c'est Ardisson qui m'a dit l'autre jour, finalement vous êtes le dernier gaulliste. Et dit non, moi je cite souvent De Gaulle, mais ça m'arrive aussi de citer Gambetta, qui avait écrit en 1876 au moment de la crise du 16 mai contre le président Macron, qui avait créé l'Union républicaine et qui avait parcouru la France pour s'opposer à la tentative de dérive monarchique et dictatoriale que Macron voulait donner à la jeune Troisième République. Pour répondre à votre question, De Gaulle, je crois, il arrive au pouvoir en 1958 dans des conditions pour le moins controversées. Il arrive au pouvoir en 1958 pour régler l'affaire algérienne qui en fait est en train de se transformer en guerre civile. Et son premier souci, c'est de régler la guerre d'Algérie. De Gaulle n'a pas participé à la signature du traité, ni aux négociations, ni à la signature du traité de Rome de 1957, le 25 mars 1957. Ça a été signé sous le gouvernement de Félix Gaillard sous la 4e République. De Gaulle, lui, était à Colombey, c'était la traversée du désert, il a quitté le pouvoir en 1946. Donc la déclaration Schuman sur la CK, la création de la CK, la création d'Euratom, la création de la CE, De Gaulle n'y était pas. Il arrive au pouvoir en 1958, son objectif c'est de régler l'affaire algérienne. Et il ne fait que ça, d'autant que ça ne cesse de se dégrader avec
le putsch des généraux, enfin vous connaissez tout ça. Ça se termine avec les accords d'Évian en avril 62. Plus ou moins bien, c'est une autre histoire, ça se termine en avril 62. Et le 15 mai 62, moins d'un mois après les accords d'Évian donnant l'indépendance à l'Algérie, il fait une conférence de presse. Et là, il est interrogé, il commence à s'approprier le dossier européen qu'il avait mis de côté. En fait, entre le traité de Rome et 62, il ne s'était rien passé, ou à peu près rien. Parce que la France était dans des convulsions politiques que je viens de rappeler. Le 15 mai 62, il fait une conférence de presse et il dit, il est interrogé sur l'Europe, et il décrit exactement, il a tout compris. Il dit qu'il est impossible, et c'est l'Europe des 6, il est impossible d'avoir une politique commune, parce que les 6 pays ont des avis totalement divergents, qu'il n'est pas possible d'imposer à des pays indépendants une politique qui n'est pas la leur, et que donc l'Europe ne voit pas comment ça peut marcher, enfin, il ne dit pas ça exactement dans ces termes, mais ce qu'il dit, c'est qu'il dit, en gros, ça ne pourrait marcher qu'à la condition qu'il y ait un fédérateur extérieur qui ne soit pas européen et qui, lui, aurait une politique qu'il pourrait imposer à cet attelage. Et il dit, mais ce serait alors quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand, avec, je le répète, un fédérateur extérieur qui ne serait pas européen. En fait, il dénonce les États-Unis d'Amérique, mais il ne prononce pas le mot États-Unis. Et les conférences de presse de Gaulle, c'est quand même autre chose que les conférences de presse de Flamby, de Marie de Bertronieux. De Gaulle, c'est quand même, d'abord, il raisonne par lui-même, c'est pas quelqu'un, il n'est pas là, il n'est pas un téléprompteur, il raisonne par lui-même, et il délivre ça devant la presse mondiale. Ça fait évidemment un choc mondial, parce que tout le monde comprend que sans le dire, il dénonce les États-Unis d'Amérique qui sont derrière la construction européenne. Et ce qu'il faut absolument comprendre, pour bien comprendre la position de Gaulle, c'est que quelques heures après, les ministres LRP du gouvernement démissionnent, l'équivalent du l'UDI, du MoDem d'aujourd'hui, et centriste le parti de Robert Schuman. Or, contrairement à ce que l'on voulait faire croire à l'époque, De Gaulle n'était pas un dictateur. De Gaulle, il avait besoin pour gouverner d'un gouvernement qui soit avec une majorité à l'Assemblée. Le drame que je trouve pour l'histoire de France, c'est que normalement, le parti qui aurait dû apporter son soutien à De Gaulle, à part le mouvement gaulliste, l'UDR, qui n'était pas majoritaire à l'Assemblée nationale, et c'est le Parti communiste qui aurait dû lui apporter son soutien, comme sous la Résistance, puisque entre les gaullistes et les communistes, il y avait énormément de choses opposées, mais ils avaient quand même ce fondement même qui était l'indépendance nationale, comme sous la Résistance. Malheureusement, le Parti communiste était à gauche, considérait De Gaulle comme un homme de droite, etc. Donc De Gaulle, pour avoir sa majorité, avait besoin du MRP, le parti de Robert Schuman. Et donc, lorsque De Gaulle, à 20h30, le 15 mai 62, constate que ses propos ont fait un scandale planétaire, alors qu'il n'a fait que dire la vérité, et qu'il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale, il est obligé de réviser un petit peu, de tenir compte de la réalité. Tenir compte de la réalité, ça veut dire qu'il a besoin de la majorité, il a besoin des députés du MRP. Donc, il ne peut pas dire publiquement qu'il est contre la construction européenne, il est obligé de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Et donc, il va faire quoi à ce moment-là? Et ça, c'est lumineux quand vous lisez le livre C'était De Gaulle, le perfide, notamment le tome 2, que je cite beaucoup dans ma conférence en ligne qui s'appelle Qui gouverne la France, puisqu'ils disent le fond de sa pensée à Perfit. Il va essayer de subvertir de l'intérieur la construction européenne. C'est-à-dire qu'il va essayer de découpler l'Allemagne des États-Unis d'Amérique. Puisqu'il ne peut pas sortir, il n'a pas les moyens politiques de sortir de l'Union européenne, il le dit à Perfit, il dit bon, la fin du marché commun, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, il le dit, mais il sait bien que politiquement, il ne peut pas le faire. Donc ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va d'abord essayer de faire payer les Allemands. Il va lancer une politique, la politique agricole commune, qui consiste, parce que De Gaulle il est né en 1990, il est encore dans la mentalité la main paiera. Donc, il fait payer par les transferts européens la modernisation de l'agriculture française par l'Allemagne. Et c'est vrai que dans les années 60, la France a été très bénéficiaire
de la richesse du peuple européen, parce que c'est vrai que vraiment, pays a été des contributeurs nets et nous des bénéficiaires nets. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le monde agricole français, encore aujourd'hui, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui croient encore que l'Europe nous donne de l'argent. Hein. Donc beaucoup d'agriculteurs disent, pestent contre tout ce qui vient de Bruxelles, et ils disent on ne peut pas en sortir, heureusement qu'ils sont là pour nous donner de l'argent. Mais non, ça fait depuis la fin des années 80 que la France est devenue contributrice nette au budget européen, depuis l'entrée notamment de l'Espagne et du Portugal depuis 1985. Donc la France, elle donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. C'est-à-dire que si on sort demain de l'Union européenne, il n'y aura plus des fonds dits européens, mais on aura en fait 9 milliards d'euros de plus, puisqu'on donne chaque année 24, mais on reçoit 15. Donc ça veut dire que les fonds, on les donnera aux agriculteurs directement, sans qu'il y ait le drapeau bleu aux étoiles d'or de la Sainte Vierge de l'Apocalypse, chapitre 13 de Saint Jean. On donnera ça bleu, blanc, rouge, et ça ira directement. Vous savez qu'actuellement, les agriculteurs, d'ailleurs, se tirent les cheveux parce qu'il y en a qui attendent des subventions depuis 1 an ou 1 an et demi, parce que ça transite par Bruxelles et des problèmes bureaucratiques derrière. Donc, non seulement on pourra maintenir les subventions aux agriculteurs, mais en plus de ça, on aura des millions d'euros de plus. Donc ça, c'est la première chose. De Gaulle fait la politique agricole commune. Et deuxième chose, il va essayer de découpler l'Allemagne des États-Unis. D'où le traité franco-allemand de l'Élysée de janvier 1963, qui est un traité très court, en fait, ça fait 2 pages, où il est question de la création de l'Office franco-allemand de la jeunesse, des échanges d'étudiants, mais pas grand-chose d'autre, en fait. Un traité d'amitié, et la seule chose qu'il n'y a pas, enfin, il y a énormément de choses qu'il n'y a pas, et De Gaulle ne veut pas que ça y soit. Il est question, le mot États-Unis n'y figure pas, le mot OTAN n'y figure pas, le mot Grande-Bretagne n'y figure pas, le mot GATT, c'est-à-dire les accords généraux sur le commerce, qui ont été ensuite qui se sont transformés en OMC, n'y figure pas non plus. Donc, De Gaulle essaye de couper le lien qu'il y a entre l'Allemagne et les États-Unis. Et là, il a présumé de ses forces. Parce que ce que De Gaulle ne voulait pas voir, c'est que Konrad Adenauer, d'accord, c'était très gentil, c'était un vrai résistant Hitler. Enfin, tous les autres dirigeants, on parle beaucoup ces jours-ci de Walter Einstein, de Philippe de Villiers et compagnie. Le chancelier Mouvilliard, c'était tous des nazis, en fait. Ils avaient été recyclés. Et donc, Walter Einstein, le premier président de la Commission européenne, était un officier instructeur de nazisme chez les officiers nazis. C'est quelqu'un qui a accompagné Hans Frank en 1938 à Berlin pour les projets de Nouvelle Europe. Donc De Gaulle a présumé de ses forces. Il a notamment sous-estimé un élément très très important, ce sont les liens qu'il y a entre l'Allemagne et les États-Unis. Parce qu'il y a eu beaucoup d'émigration allemande aux États-Unis au XIXe siècle. Énormément. Si vous allez aux États-Unis, si vous connaissez bien les États-Unis, dans le Wisconsin, dans les États qui sont les États du nord-ouest des États-Unis, notamment le long de la frontière avec les États canadiens, la Saskatchewan, etc., vous avez toute une série d'États, le Montana, le Wisconsin, le Dakota du Nord, Dakota du Sud, etc., qui sont peuplés d'Américains d'origine allemande, mais parfois 75% d'origine allemande. La capitale du Dakota du Nord s'appelle Bismarck. Aujourd'hui, allez voir. La capitale de l'État fédéré du Dakota du Nord s'appelle Bismarck. Des grands Américains, Boeing, c'est un d'origine allemande, Marlene Dietrich, d'origine allemande, Donald Rumsfeld, Henry Kissinger, tout ça, c'est des gens d'origine allemande. Donc, oui, Trump aussi, je crois en partie, absolument. Donc ça veut dire qu'il y a une influence. D'ailleurs, quand on dit les Américains, on dit souvent les anglo-saxons. Les anglo-saxons, ce n'est pas des anglais, c'est des anglo-saxons. C'est très très important ce que je dis. C'est une grave erreur que de croire que les Américains sont des Anglais. Les Américains, ici à Cherbourg, on est plus ou moins les Anglais, de façon traditionnelle. Mais bon, nos amis anglais, nos ennemis héréditaires, comme on veut, et il y a une certaine culture, une certaine finesse, une certaine légèreté, de l'humour, il y a beaucoup de choses chez les Anglais. C'est un très vieux peuple, d'ailleurs conquis par les Normands. Les Américains, c'est un peu un côté cascaboulon venu d'outre-Rhin.
beaucoup des disciplines américaines, les disciplines, par exemple, la taxinomie, les classifications, le côté les checklists, tout ça, c'est le côté anglais, mais théorisé par l'Allemagne. C'est très important, vraiment. Et ça, De Gaulle l'a sous-estimé. En fait, les Américains, les Allemands éprouvent spontanément beaucoup plus de proximité intellectuelle avec les Américains qu'avec les Français. Voilà. Et réciproquement, d'ailleurs. Et puis De Gaulle a aussi sous-estimé le fait que l'Allemagne de l'Ouest était occupée par des soldats américains. Ils sont d'ailleurs toujours des garnisons américaines en Allemagne. Donc De Gaulle avait sous-estimé la marge de manœuvre des Américains. Et accessoirement, les nazis qui pullulaient dans les années du pouvoir, dans les années 60, les anciens nazis, préféraient les Américains. Et les Américains ont recyclé, pas seulement Walter Einstein, ils ont recyclé Werner von Braun, le père des fusées VAV2, qui est devenu le père de la fusée Saturn V. Ils ont recyclé Geller, qui était le chef des services secrets nazis en URSS. Ils l'ont fait venir à Campomo, prisonnier de guerre. Après, les Américains lui ont demandé de créer les services de renseignement ouest-allemands, le BND. Il est resté à la tête du BND jusqu'en 1975. Un type qui était un nazi, qui a été le type qui avait fondé les services de renseignement hitlériens en URSS, qui était particulièrement compétent. Donc c'est pour ça que les Américains l'avaient recyclé. Les Américains, ils ont recyclé Klaus Barbie, le tortionnaire de Jean Moulin. Pourquoi la France a eu tant de mal à obtenir l'extradition de Klaus Barbie, alias Klaus Altman, qui avait été recyclé par la CIA, qui conseillait les dirigeants sud-américains, notamment en Bolivie, auprès de ce du président bolivien dont le nom est typiquement quechua, qui s'appelait Hugo Banzer, qui était le président de Bolivie dans les années 60-70. Ils ont recyclé, enfin, on a trouvé des criminels nazis, c'est dingue ce que les Américains ont fait après la Seconde Guerre mondiale. Alors, De Gaulle a essayé, c'était son deuxième truc, de séparer l'Allemagne des États-Unis, il s'est cassé les dents. Et puis, effectivement, il a lancé un troisième projet qui était le plan Fouchet, dont vous parlez, à juste titre, qui était une Europe des nations. D'abord, ça a été retoqué, parce que Walter Einstein, qui était à la manœuvre, qui était le premier président de la Commission européenne, et qui était dans la main des Américains, puisqu'il ne pouvait rien refuser aux Américains. Les Américains l'avaient arrêté ici même, à Cherbourg, en 1944, en officier de la Wehrmacht. Il l'emmène à Cancomo, dans le Mississippi, au bord du Mississippi, où il est dans un camp de prisonniers de guerre. Après, il est mis dans le New Jersey. Il reste plusieurs années, de 1944 à 1949. Pendant 5 ans, il est prisonnier de guerre. Et il fait allégeance aux États-Unis. Il devient un agent de propagande américain. Et les Américains sont très contents d'avoir. D'ailleurs, les Russes ont fait pareil. Vous vous rappelez peut-être, ça c'est de la polémique politicienne en France, mais dans les années 70, il y avait une partie de la droite et de l'extrême droite qui avait sorti un vrai bombe. C'est que Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français, s'était engagé volontairement comme ouvrier en Allemagne, chez les Schmitt. Voilà. Et on sait que les Soviétiques le savaient. Est-ce que les Soviétiques ils aimaient avoir prise sur leurs dirigeants, de la même façon que les Américains voulaient avoir prise sur les dirigeants. Ils voulaient recycler un nazi pour lui donner une nouvelle virginité, sachant que, attention, sinon on sort les dossiers, ben voilà. C'est comme ça qu'ils ont eu Walter Einstein. Je suis persuadé que Mitterrand, par exemple, Mitterrand, il y a des forces qui savaient qu'il a vu la Francis numéro 2202. Bien sûr. Il y a des gens qui savaient, avant qu'il soit élu président, qu'il avait des choses qui n'étaient pas claires, qui protégeaient René Bousquet. Mais ces forces-là l'ont fait élire président. Et sans doute, il y avait des visiteurs du soir qui disaient attention. Une fois, j'ai déjeuné avec Roland Dumas, où je disais tout mal de ce que je pensais de la construction européenne. Il était à côté de moi. On déjeune ensemble, il me met la main, je ne tape sur le bras en disant « Monsieur, je suis bien d'accord avec vous. » Je dis « Enfin quand même, excusez-moi, monsieur le ministre, mais c'est quand même vous qui avez signé le traité de Maastricht. » Il me dit « C'est exact. » Alors je lui dis « Écoutez,
comment ça se fait? Et il me dit, vous savez pourquoi j'ai signé le traité de Maastricht? Je dis, bah non, je pensais qu'il allait faire un coup de violon, parce que l'Europe c'est la paix, les petits-enfants. Et là, je pensais à ça. Pas du tout. Et il me dit, parce que c'est Mitterrand qui m'a demandé. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, parce que s'il y avait eu que moi, je n'aurais jamais signé ce truc. D'ailleurs, me dit-il, j'étais député en 1957 et j'ai voté contre le traité de Rome. Roland Dumas, voilà. C'était en 2005, dans un restaurant parisien, avec deux autres témoins. Voilà. Ça veut dire que je ne suis pas sûr du tout que Mitterrand était maître de ses décisions. Donc, pour en revenir à Walter Einstein, c'était devenu un agent américain. Et Walter Einstein s'est opposé à De Gaulle, a sorti le plan Einstein d'Europe fédérale, parce que c'était ce que voulaient les Américains. Et ça, on a mis preuve, j'avais montré un interview de Paris Match en 1950 d'Eisenhower, qui dès 1950, il n'était même pas encore président des États-Unis, qui disait qu'il fallait aller vers une fédération des États-Unis d'Europe. Rien ne pouvait davantage servir nos objectifs stratégiques, disait le général Eisenhower, qui n'est pas encore président des États-Unis. Donc, le plan Einstein a été la quintessence de l'opposition à De Gaulle. C'est d'ailleurs à ce moment-là que De Gaulle, en 65, le plan Fouché de mémoire, je crois que c'est 63, le plan Einstein c'est 64-65, et c'est là que De Gaulle fait la politique de la chaise vide et interdit à tous les représentants français de se rendre à Bruxelles, jusqu'à la fin de cette crise avec le compromis de Luxembourg du 18 janvier 66, où les 5 autres pays disent, bon d'accord, ok, si un État a le droit de veto. Et le problème de De Gaulle, c'est que pour les raisons que j'ai dites, il n'avait pas les moyens de dénoncer. Il était obligé de se déclarer pro-européen. Et à partir du moment où il a mis le doigt dans cet engrenage, et à partir du moment où il a commencé à recevoir les fonds allemands, il pouvait encore moins le dire. Donc en fait, De Gaulle s'est retrouvé dans une situation vraiment bancale pendant toute sa présidence. À la fois, il avait compris que la construction européenne était un processus d'asservissement de la France aux intérêts géopolitiques américains. Et à la fois, il avait compris qu'il ne pouvait pas en sortir, il n'avait pas les moyens politiques de le faire. D'où, à partir de 1964, sa décision de changer de stratégie, et tout en restant dans l'Union européenne, excusez-moi, c'est un anachronisme dans le marché commun, l'Union européenne a été créée par le traité de Maastricht en 1992, tout en restant dans le marché commun, de nouer des partenariats avec le monde entier. Probablement en se disant, mon successeur poursuivra ma tâche. Mais en faisant ça, il y a comme une grave erreur, à mon avis. D'abord, il n'a pas su se choisir de successeur, parce qu'il a découvert sur le tard et trop tard que Pompidou n'était pas gaulliste, et c'est depuis la crise, par la crise de 68, et il a su la suite de 68, sa volonté de sortir avec les pouvoirs, de se faire chasser par les Français, et en ayant chassé Pompidou, et puis surtout, il a laissé pour la postérité l'image de quelqu'un qui a tenu des propos ambigus sur l'Europe. Maintenant, pour répondre à la fin de votre question, moi je ne vois pas l'intérêt qu'il y a, je ne comprends pas l'intérêt qu'il y a à avoir une structure particulière en Europe. Parce que nous avons l'Organisation des Nations Unies, nous avons je l'ai souvent dit pendant la campagne électorale, présidentielle, j'ai fait le compte, j'ai compté, peut-être que je me trompe, mais en gros, l'ordre de grandeur hier, il y a 6686 traités bilatéraux et multilatéraux qui relient la France au reste du monde. C'est quand même beaucoup. Et ce que nous proposons, c'est de sortir la France de 2 traités. Le traité de Lisbonne, avec ses 2 sous-traités qui sont traités de l'Union européenne, traités sur le fonctionnement de l'Union européenne, donc mettons, on peut dire 2 traités, et un troisième qui est le traité de l'Atlantique Nord. Ça fait 3 sur 6686. On passe de 6686 à 6683. Donc les gens qui vous disent, vous voulez isoler la France, non. On a 343 traités qui nous lient à l'Allemagne depuis le 18e siècle. Et qui sont toujours là. Allez sur le site du ministère des Affaires étrangères, la direction des Affaires étrangères, il y a tous les traités en ligne. Allez voir. Donc vous avez avec l'Allemagne, par exemple, nous avons traité délimitation des frontières, il y en a un paquet. Traité sur les échanges diplomatiques, traité sur les relations consulaires, traité sur les échanges d'étudiants, traité sur la coopération industrielle, traité sur les prêts d'œuvres d'art, traité sur, je ne sais pas, les échanges scientifiques, voilà.
343. Donc lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, ça ne va pas être le mur de Berlin. On va avoir des relations constantes avec l'Allemagne et qui seront redevenues d'ailleurs beaucoup plus saines qu'elles pourront justement quand on ne sera pas assujetti à cette même politique. Regardez, on en parlait tout à l'heure, Airbus ou Ariane Espace, ce sont des traités, ce pas des traités, ce sont des accords de coopération internationale, c'est très bien. Et si on veut assurer la paix du monde, il faut que l'on ait des accords commerciaux avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, mais aussi avec l'Algérie, la Tunisie, avec la Syrie, avec la Russie, avec le monde. En tout cas, c'est mon point de vue. Bonsoir, M. Frido, merci pour votre démonstration et votre érudition. J'aimerais vous projeter un petit peu dans l'avenir. On voit que le Brexit ne se passe pas tout seul, c'est le moins qu'on puisse dire. On se demande même s'ils vont finir par réussir à en sortir. J'ai beaucoup de craintes sur le fait qu'un éventuel Brexit suive la même ligne. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous éclairer de vos lumières sur les raisons pour lesquelles, selon vous, ça se passerait mieux dans le cas de la France que ça se passe actuellement dans le cas du Royaume-Uni? Merci, c'est une question très importante que vous posez. Ce qui est important de comprendre, c'est que le Brexit ne se passe pas que dans les journaux. Le Brexit, si vous êtes au Royaume-Uni, ça passe très bien. Le problème qu'il y a, c'est un problème uniquement politique et médiatique. Ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est ce qui s'est passé en France après 2005. Les Français en France, en 2005, ont voté non à la Constitution européenne, 55%. Et les forces qui pilotent cette dictature européiste, qui ne dit pas son nom, se sont dit on n'accepte pas le verdict des Français. Et donc, Sarkozy, dans le dos des Français, a fait ratifier la Constitution européenne que les Français ne voulaient pas. Il l'a fait ratifier par la procédure du Congrès, de façon une forfaiture en termes moraux. Malheureusement, ce n'est pas interdit en France qu'un texte puisse être ratifié de façon diverse. Il y a des pays, par exemple en Californie, s'il y a un référendum qui est retenu une loi, il est interdit de faire passer cette loi par le Congrès de Californie. Il faut obligatoirement passer devant le peuple. Ça n'est pas le cas en France. Donc Sarkozy a fait ratifier sous la forme du traité de Lisbonne, avec des artifices de présentation, on a modifié 3 points virgule, mais le texte que les Français avaient rejeté. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est maintenant devenu monnaie courante. Ce qui se passe en Alsace, par exemple, est incroyable. Les Alsaciens ont refusé par référendum en 2013 la disparition des 2 départements de la part du Haut-Rhin, et Sarkozy a décidé de le faire quand même. Macron a décidé de le faire quand même en 2021. Donc, de la même façon que ça s'est passé en France, au Royaume-Uni, vous avez des forces très puissantes qui ont dit jamais le Brexit. Et ce n'est pas un problème de Brexit, c'est un problème de lutte contre des dictateurs. C'est pas que le Brexit pose des problèmes en soi. Je rappelle que lorsqu'il y a eu le référendum de juin 2016, vous avez eu toute une série d'étrangers qui sont venus faire de l'ingérence en disant ça va être l'horreur si jamais vous votez pour le Brexit. Le président Obama en personne, le secrétaire au Trésor américain Timothy Geithner en personne, Madame Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui était venue dire quelques semaines avant le référendum, si jamais vous votez pour le Brexit, l'économie britannique va s'effondrer dans les jours suivants. Elle n'a pas dit, parce qu'on me dit oui, mais le Royaume-Uni n'est pas sorti. Les gens disent non, ça se passe bien, mais il n'est pas encore sorti. Non, non, non. C'était dans les jours suivants. Votre ami Macron, lorsqu'il était ministre à Alexis, avait dit, toute la presse française disait qu'il allait y avoir 300 000 cadres de la City qui allaient s'enfuir. Macron avait dit qu'il leur tendrait le tapis rouge. La région Picardie avait fait des placards entiers dans la presse en disant « Welcome in France ». C'était, paraît-il, on allait avoir des cadres financiers de la City qui allaient traverser notre Channel comme ça en se pinçant le nez, tellement la situation était devenue épouvantable au Royaume-Uni, pour dire « Ah, vive la liberté, des affaires, la France ». 300 000. Il y a une étude de Financial Times de juillet 2018 qui a dit, qui est allée étudier dans la City, peut-être y aura-t-il 2000 transferts de postes. C'est un facteur 150 en moins. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait après le vote du Brexit?
Il s'est passé que les autorités de la Royal Bank of England ont fait baisser, ont joué sur les taux d'intérêt, ont laissé la monnaie anglaise se déprécier de 10 points, de 10%. Résultat des courses. Le commerce extérieur britannique, les exportations ont boosté, les importations ont été pénalisées. Donc quand vous développez vos exportations et vous diminuez vos importations, vous créez de l'emploi. Au passage, la France a été très fortement pénalisée. Le Royaume-Uni est traditionnellement l'un des marchés avec lesquels on a des excédents commerciaux importants. En 2016, le commerce extérieur franco-britannique était excédentaire pour la France. La France engrangeait un excédent commercial de 13,7 milliards d'euros en 2016. L'année dernière, en 2018, ça avait fondu comme neige au soleil, on n'avait plus qu'un excédent de 4 milliards. Donc ceux qui sont pénalisés, c'est nous. Première pénalité. Deuxièmement, baisse du chômage. La proximité de la sortie de l'Union européenne a fait que la directive travailleurs détachés n'existe plus par l'esprit des gens, parce que les entreprises, elles anticipent les événements. C'est pour ça que les gens qui vous disent oui, mais on ne peut pas encore mesurer parce que le Royaume-Uni n'est pas sorti. Oui, c'est vrai, mais les chefs d'entreprise, les marchés financiers, ils anticipent tous les trucs. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un effondrement du nombre de travailleurs roumains, polonais, etc., voulant aller travailler au Royaume-Uni. Donc, du coup, cet effondrement a contribué à la baisse du chômage. Et il y a même des tensions actuellement sur le marché de l'emploi au Royaume-Uni qui font que les salaires sont orientés à la hausse, puisqu'il n'y a pas d'immigrés venus d'Europe de l'Est pour peser sur les salaires. Donc les prix sont orientés à la hausse, les salaires sont orientés à la hausse. Et comme les salaires sont orientés à la hausse au Royaume-Uni, c'est créé un phénomène keynésien, c'est-à-dire que les gens ont consommé en entretenant une bonne croissance. Par ailleurs, la baisse de 10% de la livre sterling a rendu attractif pour les investisseurs internationaux le fait d'aller investir au Royaume-Uni. Et donc, on nous avait expliqué que les entreprises s'en iraient en se pinçant le nez du Royaume-Uni, il n'y aurait plus d'investissements internationaux. C'est le contraire qui est vrai. Google Europe vient d'installer son nouveau siège au Royaume-Uni. Boeing vient d'installer sa nouvelle usine en Europe au Royaume-Uni. Voilà. Donc, on n'a absolument pas assisté à toutes les prophéties de l'Apocalypse, ont toutes été démenties. Toutes. Et le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne peut commencer à avoir sa propre politique. Le gouvernement a décidé, à un moment donné, de renationaliser la ligne de chemin de fer allant de Londres à l'Écosse, la East Coast Line, qui avait été privatisée par Thatcher. Au même moment que nous, je le disais tout à l'heure, on est en train de privatiser les TER en région PACA et bientôt, évidemment, dans la région de l'Ouest, du côté de la Vendée. Donc ils font exactement parce qu'ils deviennent un pays libre. Alors évidemment, vous imaginez bien là-dedans que ceux qui ont le plus à perdre, en fait, ben, ce sont les européistes, parce que la terreur des européistes, c'est que le Royaume-Uni sorte et que dans 2 ans, tout le monde constate que le Royaume-Uni se porte beaucoup mieux que tout le monde. Vous imaginez? Donc vous avez des forces qui se sont jurées d'empêcher le Brexit. C'est à ça qu'on est confronté. Alors j'ajoute que s'il y a un accord, le Brexit sans accord, d'ailleurs vous avez vu, ça s'est joué à 3 députés. Hein. S'il y a un Brexit sans accord, ceux qui ont vraiment un accord, c'est des pays restreints de nous. Parce que les Britanniques ont fait savoir que s'il n'y avait pas d'accord, alors je ne sais pas si ça serait tenu, parce que c'est Dominique Raab, ministre du Brexit, démissionnaire lorsque Mme Theresa May a proposé son plan. Dominique Raab, ministre du Brexit, avait dit s'il n'y a pas d'accord, nous ne verserons pas la somme de 44 milliards d'euros que nous réclame la Commission. C'est un accord, on l'a dit. Je me permets d'insister aussi sur ce calcul des 44 milliards d'euros. Je n'ai jamais très bien compris comment il a été calculé. Il semble que ce soit l'actualisation et l'agrégat de tous les versements que le Royaume-Uni s'était engagé par David Cameron à verser à l'Union européenne sur la période 2014-2020. Mais moi, ça me paraît supérieur à ce qui a été annoncé. Donc si ça se trouve, les chiffres dont on dispose sont inférieurs à la réalité. Il ne s'agit pas d'une pénalité d'ailleurs, il s'agit de sommes qui avaient été promises.
Notez bien d'ailleurs, personne n'en parle, mais si demain la Pologne décidait de sortir de l'Union européenne, si on appliquait les mêmes choses, cette fois-ci la Pologne serait fondée à réclamer, mettons, si elle sort 3 ans avant la fin, 3 fois que la Pologne se ramasse à peu près quelque chose comme 15 milliards d'euros de bénéfices, elle devrait réclamer 45 milliards d'euros pour la sortie. Hein? Donc ce n'est pas une pénalité en soi, c'est vraiment l'agrégat. Alors, je signale que lorsque le Royaume-Uni sera sorti, la France va prendre une partie à sa charge du budget payé par le Royaume-Uni. De la même façon que nous allons voter aux élections européennes le 26 mai, il y a une liste de 79 députés, on passe de 73 à 79 députés, parce que les pays restants se sont partagés les dépouilles du contingent de députés qui était alloué aux Britanniques. Et de même façon que la France passe de 73 à 79 députés, la France va passer de 17 à 20%, 21% du budget de l'Union. Donc ça va nous coûter des milliards d'euros. On va suppléer le départ du Royaume-Uni. Et immédiatement, si les Britanniques ne versent pas les 44 milliards d'euros, en cas de no deal, la Commission européenne va se tourner vers les pays restants et puis va dire, chers amis français, vous devez 20% de 44 milliards, 8,8 milliards d'euros que la France va verser immédiatement. Vous imaginez le truc? Alors qu'actuellement, on ferme des écoles, des maternités, des commissariats de police, partout, parce que paraît-il, on n'a plus d'argent. Il y a eu ce rapport que vous avez vu du ministère des Transports, qui est paru en juillet dernier, qui a révélé que sur le réseau des routiers nationaux non concédés en France, il y a 35% des ouvrages d'art qui sont en mauvais état, qui nécessitent réparation, et 7% des ouvrages d'art, des ponts et des tunnels, qui menacent de s'effondrer à tout instant, parce qu'il manque 300 millions d'euros par an au budget du ministère des Transports. Vous imaginez que si un jour il y a un pont ou un tunnel qui s'effondre sur un autocar de scolaire avec 45 morts, ça sera un scandale national, tout le monde se tournera vers l'État, on en profitera pour encore une fois agonier d'injures les énarques et l'État. Mais en fait, le problème, c'est que nous avons des choix budgétaires fondamentaux qui nous sont imposés. On n'a pas 300 millions d'euros à consacrer à l'entretien des routes nationales, mais en revanche, si les Anglais sont bons, on va nous demander 8,8 milliards d'euros. De la même façon que lorsque Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, le luxembourgeois, il avait décidé en 2016 d'augmenter de 1,8 milliard d'euros le budget versé par l'Union européenne à l'Ukraine sur un claquement de doigts d'Obama. Il faut payer pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est la géostratégie. Il a taxé l'Union européenne de 1,8 milliard. Et Jean-Claude Juncker, entre deux whisky, le doigt sur la couture du pantalon, a dit bien. Et comme nous, on paye 1/6, ça veut dire 300 millions d'euros que la France a payé en plus à l'Ukraine, au gouvernement néo-nazi de Svoboda. Et au même moment, on n'a pas les moyens d'entretenir nos... C'est ça l'Europe. Hein. Pourquoi est-ce que la France, elle est cédée à blanc? Parce que nous donnons des milliards d'euros à une construction qui est en train de nous entraîner par ailleurs dans la ruine. Alors, pour revenir au Brexit, encore autre chose. Les Britanniques, s'il n'y a pas d'accord, ils vont dire, écoutez, chers amis, il n'y a pas d'accord, mais maintenant, c'est pour, vous savez, la zone entre l'Islande et l'Écosse. Or, c'est une des zones les plus poissonneuses qu'il y ait, où les pêcheurs, notamment de Boulogne-sur-Mer, les pêcheurs normands, ils vont se fournir. Les grands navires industriels de l'Intermarché, ils font de la récolte là-dedans, c'est là-dedans. Donc certains anticipent le risque de perdre 1 000 à 5 000 emplois à Boulogne-sur-Mer. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que c'est ancestral le fait que les pêcheurs normands, du Pas-de-Calais ou Breton, aillent dans ces eaux de l'Atlantique Nord-Est. Mais les Britanniques seraient fondés à le faire. Donc, ce qui s'est passé, en fait, alors, maintenant, les institutions britanniques, il faut absolument comprendre un truc qui n'est jamais bien expliqué, parce que tout est fait pour embrouiller. Parce que malheureusement, ce que vous dites, c'est ce que dit tout le monde. C'est, oh là là, vous voulez le Frexit, regardez que ça se passe tellement mal. Mais pourquoi ça se passe mal? Parce que les représentants des 48% qui ont été battus ne veulent pas que ça se fasse. Ils refusent le suffrage universel. Nous avons affaire à des fascistes. C'est une pure dictature. Ils le refusent. Donc ils utilisent tous les moyens pour lutter contre. Il faut savoir
ministre est le chef du parti ayant le plus de députés à la Chambre des communes. C'est mécanique. M. Cameron, Premier ministre britannique, a, en 2015, au moment des élections générales, compte tenu de la montée en puissance de Nigel Farage et du UKIP, grâce au fait que Nigel Farage avait été élu au Parlement européen, c'est pour ça que nous, on veut être au Parlement européen, c'est pour avoir des députés, on fera ce que fera Nigel Farage. Aucun député français, ni du Front National, ni Mélenchon, ni Parti communiste, ni jamais personne n'a jamais dit le centième de ce qu'a dit Nigel Farage au Parlement européen. Donc nous, si on veut y être, c'est pour acclimater l'idée qu'il faut en finir avec cette dictature, qu'il faut en sortir. Le parti UKIP n'a cessé de progresser. Le parti conservateur n'a pas arrêté de perdre des voix. En 2015, David Cameron craignait de passer derrière le UKIP et de perdre son poste de Premier ministre. Il a donc il a joué le tout pour le tout, il a annoncé que s'il était élu Premier ministre, il organiserait un référendum sur le Brexit, pour ainsi vider de substance l'argument électoral essentiel numéro 1 du UKIP. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dépassé le UKIP, il a donc été renouvelé Premier ministre. Et il a tenu sa promesse. Il a donc organisé le référendum sur le Brexit. Et contrairement à ce qu'il espérait, le résultat n'a pas été celui qu'il escomptait, c'est-à-dire qu'il pensait que le Brexit serait rejeté, et c'est le Brexit qui est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Selon la tradition britannique, le Premier ministre a dégagé, on ne le reverra plus. C'est la tradition britannique, lorsqu'un Premier ministre perd les élections générales, il dégage. On n'a pas des Giscard, des Hollande le retour. Vous avez vu, il a tenté son retour il y a 3 ou 4 mois. Il y avait ce Julie Gaillet qui avait expliqué que les Français en pinçaient pour Hollande, que les Français se mobilisaient pour... Ça n'existe pas au Royaume-Uni, c'est quand même déjà un petit peu plus timide, donc il a dégagé. Mais ensuite, institutionnellement, le Premier ministre est toujours le chef du parti ayant le plus de députés. La reine d'Angleterre n'a aucune marge de manœuvre. En France, le président de la République, il nomme à Matignon qui il veut, parfois même un inconnu complet. Georges Pompidou était totalement inconnu du public lorsque De Gaulle l'a nommé Premier ministre. En revanche, au Royaume-Uni, c'est pas comme ça, parce que c'est le vrai chef de l'exécutif, le Premier ministre, et c'est le chef du parti ayant plus de députés. Donc, Cameron dégage. Mais ça ne change rien en fait que le parti ayant le plus de députés à la Chambre des communes reste le Parti conservateur. Donc, le nouveau Premier ministre va être issu du Parti conservateur. Et on se trouve à l'intérieur du Parti conservateur, les députés du Parti conservateur, en gros, vous en avez un tiers des Brexiters pro-Brexit et 2 tiers de Remainers, des anti-Brexit. Et donc, ces députés décident de choisir un nouveau Premier ministre anti-Brexit, Madame Theresa May. Il y a beaucoup, je vois dans la presse française, des gens qui disent oui, c'est scandaleux, Nigel Farage, Boris Johnson, tout ça, ils ont vendu le Brexit et après ils se sont carapatés tellement ils avaient honte de ce qu'ils avaient fait. C'est vrai. C'est que Nigel Farage était le seul député du UKIP dans les institutions britanniques qui ne pouvait pas devenir Premier ministre, tout simplement. Et Boris Johnson faisait partie de la minorité des conservateurs, des Tories, qui étaient brexiteurs, donc il ne pouvait pas devenir Premier ministre. La majorité des députés, déjà refusant le suffrage universel, se sont dit on va mettre comme nouveau Premier ministre une anti-Brexit. C'est même de la volonté des européistes de ne pas accepter le suffrage universel. C'est déjà un premier point. Alors ils ont choisi Theresa May. Pourquoi? Parce que Mme Theresa May, elle était, d'abord elle est maligne, et elle a été ministre de l'Intérieur de David Cameron. Elle s'était déclarée contre le Brexit, mais en tant que ministre de l'Intérieur, sans doute, il devait avoir des montées de ses services de renseignement qui devaient lui dire, Madame le ministre, bon, c'est quand même pas dans la poche le référendum. Donc au fur et à mesure qu'elle voyait ça, elle a été très très discrète. Elle a dit qu'elle était anti-Brexit et elle s'est fait très très discrète. Donc elle a été choisie comme une espèce de pape de transition, enfin comme quelqu'un qui était anti-Brexit et qui n'était pas inacceptable pour les Brexiteurs, qui était suffisamment diplomate pour faire ça. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle a été nommée à Minstrel, Premier ministre, qu'elle a fait un gouvernement monocolore, Parti conservateur,
avec 2 tiers de ministres anti-Brexit et 1 tiers pro-Brexit. Donc, le Brexit a été négocié par un gouvernement britannique dont le Premier ministre et 2 tiers des ministres étaient anti-Brexit. Et du côté européen, Commission européenne, c'est M. Michel Barnier, le français, qui, actionné par Hollande puis par Macron, a pris une position sur laquelle on va en faire baver aux Britanniques. On va rendre le Brexit le plus douloureux possible. Donc ils ont pris une position en essayant de trouver tout ce qu'ils pourraient faire, excusez-moi la faire chier le plus les Britanniques, notamment le backstop, l'affaire irlandaise. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, et c'est un truc qui aurait pu être traité à la légère. Ils ont. Le résultat des cours, c'est que le Brexit a été négocié par des Britanniques et la Commission européenne, et les 2 parties qui négociaient le Brexit n'en voulaient pas. C'est quand même une histoire de dingue. Pour bien comprendre la situation, c'est comme si en France, Macron décidait de faire un référendum sur le Frexit, nous sortent ça d'un chapeau, pensant que les Français vont voter majoritairement contre le Frexit, et puis que, à surprise générale, ce soit les Frexiteurs qui gagnent. Les personnes que moi, les médias me donnent la parole, que je sois suffisamment convaincant, qu'il y ait un certain nombre de Français, tous ceux qui ont voté non à la Constitution européenne, ça, et qu'à la surprise générale, les partisans de Brexit votent pas à la surprise générale, sauf celle de Macron. Parce que je rappelle que Macron, le 24 janvier 2018, est allé au Royaume-Uni, il a signé le traité de Sanders avec Mme May, et puis interrogé par la BBC qui lui a demandé mais s'il y avait un référendum sur le Brexit en France, qu'est-ce qui se passerait, Macron avait répondu probablement que les Français voteraient en faveur du Brexit. Vous vous rappelez peut-être cette anecdote. Alors après ça, le service de communication de l'Élysée a donné instruction aux médias français de cacher que la langue du président est fourchée, etc. Donc il y a que sur notre site que vous trouvez encore ces informations, mais c'est incroyable. Imaginons donc que Macron fasse un référendum sur le Brexit, que le Brexit gagne, et que Macron dise je reste président, c'est moi qui vais négocier le Brexit. Voilà. Parce que malheureusement, la Constitution française, et j'avais proposé dans mon programme présidentiel de changer ça, un président peut avoir le droit de faire je suis d'accord, mais lorsqu'il prend parti, moi j'avais dit que parmi les réformes que nous on proposait, si un président de la République lance un référendum, prend position officiellement, moi je laissais 2 possibilités, soit le président ne prend pas position à ce moment-là, il se tait pendant la durée de la campagne, dans 3 mois ou 6 mois, il a interdiction de parler sur le sujet, soit il prend officiellement position, il appelle à voter oui par exemple, et s'il est battu par les Français, à ce moment-là, il est immédiatement démissionné d'office, sans possibilité de. C'est ce que De Gaulle s'était appliqué en 1969, c'est ce que Chirac ne s'est pas appliqué en 2005. Chirac a été battu sur la Constitution européenne à plat couture, parce que 45-55 c'est une lourde défaite, et Chirac est resté comme ça, président de la République. Donc là, en l'espèce, Macron resterait président de la République, mais c'est lui qui serait chargé de négocier le Brexit. Imaginez le malaise. Mais c'est ce malaise-là qui est au Royaume-Uni depuis 2 ans et demi. C'est que beaucoup de Brexiteurs suspectent Mme Theresa May et les 2 tiers des membres de son gouvernement d'avoir en fait, tout en faisant semblant de négocier le Brexit, d'avoir pourri les négociations, de les avoir empêchés, de les avoir torpillés discrètement, en n'utilisant pas tous les leviers dont dispose le gouvernement. Pour ceux qui disposent Donc, pour répondre à votre question finale, nous, si nous arrivons au pouvoir, des choses différentes. Premièrement, nous n'avons pas l'Irlande. Il n'y a pas de problème du backstop. Vous pourriez me chinoiser sur l'île de Saint-Martin dans les Antilles qu'on partage avec les Pays-Bas. En gros, il n'y aurait pas ça. Parce que c'est déjà une zone hors taxe. Donc, en gros, nous, on n'aura pas le problème irlandais. En revanche, nous, on aura un problème que n'ont pas les Anglais, c'est l'euro. Parce que nous, on veut sortir de l'euro. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il faut absolument sortir la France de la libre circulation des mouvements de capitaux. Et si on sort de l'euro, de toute façon, tout le monde voudra réintroduire l'interdiction de la libre circulation des mouvements de capitaux, parce qu'il y aurait un risque d'évasion de capitaux de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Donc, il faudra réintroduire, s'opposer à la libre circulation des mouvements de capitaux. J'ai oublié d'ailleurs de préciser au passage que le rétablissement du contrôle des mouvements de capitaux aurait 2 autres impacts absolument majeurs. Premièrement, interdire
par exemple, aux capitaux chinois de racheter la France. Vous savez que les Chinois ont racheté des milliers d'hectares dans la Beauce, ont racheté des centaines, plus de 120 châteaux dans le Bordelais, que le Qatar achète la France par appartement, et les Américains aussi, donc il faut revenir seul et contrôler le mouvement de parce qu'actuellement on ne peut plus s'y opposer. Hein. Si demain, je ne sais pas, on vend l'aéroport de Paris et c'est le Qatar qui achète, on ne pourra pas s'y opposer. Hein. Et puis un jour viendra, on dira finalement on est tellement entêtés, il faut bien vendre la Joconde, et puis les Chinois vont nous en acheter pour 30 milliards d'euros, et puis on dira voilà, finalement ça nous baisse. Au même moment, au cours d'un seul trimestre, la dette publique française augmente de 60 milliards d'euros. On aura ramené la Joconde aux Chinois, et le président Macron ou l'un de ses successeurs aura négocié avec le fonds d'investissement chinois une rétrocommission de 5%. Alors 5% de 30 milliards, ça fait quoi? Ça fait 1,5 milliard d'euros. Voilà. C'est comme ça qu'on est, c'est ça la situation. Hein. Et les Français, il faut se dire le tocsin, nous sommes dirigés par des crapules qui sont en train de vendre la France pour leur propre profit. C'est la corruption généralisée. Donc, la libre circulation des mouvements de capitaux, là, le contrôle permettra d'empêcher justement que des fonds étrangers puissent s'emparer du patrimoine national. Et puis, il y a une troisième raison pour laquelle il faut rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, c'est pour casser l'évasion fiscale. Parce que l'évasion fiscale, maintenant, a été quasiment légalisée par l'évasion fiscale, elle est estimée à plus de 100 milliards d'euros par an. Les plus grandes entreprises, par des transferts de fonds et par des jeux d'écriture comptable, font apparaître un déficit en France, ou à peine un exercice à l'équilibre, et puis des gros profits au Luxembourg. Et au Luxembourg, c'est le scandale LuxLeaks, ils obtiennent un taux d'imposition quasiment égal à 0 pour les plus grandes entreprises. Si on rétablit le contrôle des mouvements de capitaux, on peut rabattre en France peut-être 60-70 milliards d'euros d'impôts non dus. Et d'ailleurs, ça permettra de revenir à l'équilibre. Parce que tout le monde dit, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts depuis des années? C'est parce qu'en fait, ceux qui peuvent payer ne payent plus. Hein, on est revenu à la France de 1788. Alors je referme les onglets que j'ai ouverts, j'en profite pour vous dire un maximum d'informations, parce que vous avez compris que tous ces sujets me tiennent terriblement à cœur, que ils devraient tenir à cœur de 100% des Français. Parce qu'on est en train de laisser détruire notre pays. Vraiment. Et donc, pour répondre à votre question, nous, si on arrive au pouvoir, on aura le problème de l'euro, on n'aura pas le problème de l'euro, mais on aura surtout une grande différence avec les Britanniques. C'est que nous, on aura été élus sur ce projet, sur la sortie de l'Union européenne. L'UPR, c'est un mouvement dont l'inspiration est celui du CNR, du Conseil national de la résistance. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir un mouvement politique qui rassemble autour de lui, à titre provisoire, je connais mon histoire de France, je ne me fais pas d'illusions, mais ça ne va pas durer des siècles, mais à titre provisoire, il faut rassembler des Français de tous les horizons, et il y en a de tous les horizons qui rejoignent notre mouvement. Aussi bien des anciens élus du Front National que des élus ou des candidats de France Insoumise. On est les seuls qui arrivent à faire ça. On a des gens qui viennent du PS, qui viennent du PC, du PCF de la grande époque, des anciens des Républicains, de l'UMP, etc., des électeurs du FN, des gens qui, de bonne volonté, se disent on est différents sur plein de choses, mais le plus grand dénominateur commun, c'est de serrer les rangs pour empêcher la France de la détruire. Après, une fois qu'on sera sorti maintenant, c'est comme à la fin d'Astérix. Hein. Une fois que le village gaulois a chassé les Romains, à ce moment-là, vous pourrez ligoter le barde contre un chêne, avec un bâillon. Ouais, puis les Français vont se retaper dessus. Mais c'est trop important. C'est comme sur la résistance, c'est comme de 40 à 46. Il faut avoir un processus de rassemblement. Et là, à ce moment-là, nous aurons un gouvernement d'union nationale. C'est ça qu'a manqué au Royaume-Uni. Ils n'ont pas, normalement, il aurait la sociologie du non, la sociologie du Brexit au Royaume-Uni, c'est les 52% venaient 100% ou 97-98% d'électeurs du UKIP, de Nigel Farage, les électeurs du BNP, qui est l'extrême droite britannique, qui représente 1%, le UKIP, 100%, un tiers d'électeurs, 40% d'électeurs du Parti conservateur, 30 à 40% des travaillistes, et puis l'extrême gauche anglaise qui existe un petit peu. Donc normalement, pour que le Brexit soit sain, il aurait fallu avoir un gouvernement d'union nationale mené par un Premier ministre et 100% des
ministre qui représente le UK, Parti conservateur, travailliste, extrême gauche, de telle sorte qu'ils soient tous tendus vers cette... Mais là, vous avez un truc qui était divisé en soi. Et les partisans du Brexit au Royaume-Uni ont suspecté Mme Theresa May d'être comme Pénélope, vous savez, dans l'Odyssée, vous savez que Pénélope, attendant le retour d'Ulysse, tissait une tapisserie en disant que lorsqu'elle serait terminée, elle choisirait un des prétendants qui prétendait se marier en pensant que son mari était mort. Et elle espérait secrètement le retour d'Ulysse, de son mari, et donc la nuit, elle détricotait ce qu'elle avait fait le jour. Vous connaissez sans doute, je ne sais pas si... Bon, en attendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens ont suspecté Mme Theresa May de ne pas pousser son avantage. Voilà. Alors maintenant, on en est rendu dans une situation, j'avoue que je ne comprends plus grand-chose. Je ne sais pas, parce qu'il y a des solitudes, il y a des votes tous les jours. Bon. Ce que je sais, c'est que vous avez vu quand même, il s'en est fallu d'un cheveu pour que le Brexit sans accord soit adopté. Alors, au passage, j'en profite pour terminer en signalant que nous avons pris une initiative. L'UPR organise le 29 mars prochain, donc dans 12 jours, nous serons présents à Londres et nous aurons le 29 mars, à partir de 18h30 jusqu'à 1h du matin, on va faire une grande soirée, puisque normalement la sortie a lieu le 29 mars à 23h, heure locale, c'est-à-dire le 30 mars à midi à 0h, heure du continent. Et donc nous avons organisé, et nous sommes les seuls, le seul parti politique français et même mondial, si j'ai bien compris. On a réservé un local qui est absolument extraordinaire, puisque c'est le Church House Westminster, c'est-à-dire l'église anglicane qui loue des locaux. Ces locaux sont à 200 mètres de Westminster, de la Chambre des communes, et à 300 ou 400 mètres de Buckingham Palace, donc c'est the place to be, dans l'endroit où il faut être. C'est comme si on avait réservé un truc de 700 places entre l'Assemblée nationale et l'Élysée à Paris. Et nous allons fêter à 23h le Brexit. Alors nous avons lancé ça. Il se trouve que ça marche très très bien. D'abord, on a 700 places, 650 places. Il n'y en a plus que quelques dizaines qui sont là, quasiment tout vendues, avec des Français qui viennent d'ailleurs du continent, pas forcément des adhérents PPR d'ailleurs, qui ne sont pas adhérents, il y a pas de faire adhérents. On a 150 adhérents dans la région au Royaume-Uni, donc il y en a certains qui vont venir. On a aussi des adhérents qui viennent, qui sont sensibles à l'événement, donc on a qui viennent de Québec, de Suisse, de Belgique, d'Islande, des États-Unis, d'Espagne, de Bulgarie, de Chine, de Nouvelle-Calédonie. On a des gens qui profitent pour venir là. On aura donc 700 personnes et on va avoir des discours qui vont se succéder. Je vous verrai la soirée. Et on a quand même eu l'accord de toute une série de dirigeants britanniques, d'anciens dirigeants, 3 anciens ministres britanniques conservateurs, pro-Brexit, qui vont venir. Également le chef, lui il est très jeune, il est entre les plus jeunes, le chef des partisans du Brexit côté du Labour. Donc c'est à la fois des conservateurs et des travaillistes. On a créé une association de soutien psychologique à tous les gens partisans du Brexit qui se font insulter par les anti-Brexit, qui se sentent comme en France, il y a une espèce de tyrannie des européistes qui sont des fascistes bleus, comme je les appelle. Et puis il y a, je ne sais plus qui d'autre, il y aura très probablement Nigel Farage qui va venir aussi, la BBC, Sky News, voilà. On va avoir un gros événement, parce que c'est le seul événement qui va avoir lieu. Alors, si le Brexit est reporté, on fêtera quand même, on soutiendra les Brexiteurs, puis on en profitera pour fêter les 12 ans de l'UPR. C'est le 25 mars, on fêtera le 29. Et puis, si le Brexit a lieu, ce sera alors là la fiesta générale. Et voilà, en fait. Est-ce qu'il peut encore avoir lieu? Ah oui, moi je pense que c'est tout à fait... Parce que vous savez, d'abord, n'oubliez pas quelque chose, on en sait quelque chose à Cherbourg, c'est que les Britanniques ont un surnom, c'est quand même la perfide réunion. Donc là-dedans, il y a tellement d'arrière-pensée des uns et des autres, je ne sais pas. Mais si j'ai bien compris les derniers développements, Madame Theresa May voudrait faire le 20 mars un 3e vote sur son accord. L'accord qu'elle a négocié, qui est, je le rappelle,
le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, mais reste avec une durée indéfinie dans le marché commun à cause de l'affaire irlandaise. Bon. Et c'est là que le bas blesse. Et même si le Royaume-Uni faisait ça, ça serait quand même enfin, ça serait assez terrifiant d'ailleurs, au passage, parce que ça veut dire que le Royaume-Uni ne paierait plus rien. Le Royaume-Uni ne verserait plus son envol. Le Royaume-Uni ne reconnaîtrait plus aucune législation européenne. Le Royaume-Uni pourrait mener sa politique étrangère comme il convient, mais il continue à bénéficier du système du marché commun pour ses entreprises. Voilà. Et évidemment, les Brexiteurs sont fous de rage. En France, on présente ça comme si c'était une catastrophe et comme si les Britanniques se mordaient les doigts. Mais c'est pas vrai. Vous avez vu que les parlementaires ont rejeté massivement l'idée d'un deuxième référendum. Il faut savoir que, contrairement à ce que l'on vous dit, il y a un certain nombre d'observateurs qui pensent que s'il y a un deuxième référendum avait lieu au Royaume-Uni, d'abord c'est complètement contraire aux traditions britanniques qui sont des traditions anti-référendaires. Le Royaume-Uni est un pays où il n'y a jamais de référendum. Les deux que je connais depuis 1900, c'est le référendum de 72 pour entrer dans le marché commun et le référendum de 2016 pour en sortir. Mais c'est pas un pays qui fait des référendums. Donc l'idée de faire un deuxième référendum mettrait hors d'eux les Britanniques, y compris les anti-Brexit, et certains pensent que ça ne serait pas 52-48, ça pourrait être 55-45 en faveur du Brexit. Hein. C'est pour ça qu'ils n'osent pas trop, ils ont fait machine arrière parce que les sondages ont montré. Et donc il ne faut pas du tout croire que les Britanniques se mordraient les doigts, ça c'est ce qu'on raconte sur TF1 20h. Et c'est pas vrai. Il y a des mouvements de foule, il y a des manifestations dont on ne vous parle pas, de gens qui exigent la sortie maintenant immédiate. N'oubliez pas aussi autre chose, c'est que la loi du Brexit est sortie, elle a été promulguée à la façon britannique avec ce qu'on appelle le Royal Assent, c'est-à-dire que la reine Elisabeth II a mis son coup de tampon, enfin son cachet royal, et c'était en juin de l'année dernière, en juin 2018. Donc la reine d'Angleterre, ce qui est extrêmement... C'est plus important que l'apparition du journal officiel en France. À partir du moment où il y a eu le Royal Assent de la reine d'Angleterre sur la sortie et la date limite du 29 mars, c'est quand même très difficile de revenir dessus. Et donc, imaginons par exemple que Mme Theresa May propose pour la troisième fois cet accord. Je vous rappelle que la première fois, il y a eu 402 non et contre 200 pour. La deuxième fois, il y a eu 360 non contre 240 pour. Donc la marge est encore énorme. Et donc, à mon avis, si elle propose une troisième fois, et ce sera peut-être, à la surprise générale, ça va peut-être être, je ne sais pas, 320 non contre 260 pour. Donc, si elle fait ça le 20 mars, comme c'est prévu, peut-être qu'elle va se dire, écoutez, je repose encore une fois la question du Brexit sans accord. Et comme ça s'est joué à 3 votes députés, 312 contre le no deal et 308 pour le no deal, il suffit de 3 députés. Donc moi je pense qu'il ne faut pas chasser du tout l'idée d'un Brexit no deal. C'est possible, je n'en sais rien. Nigel Farage a dit no deal, no problem. Et puis sinon, je ne sais pas ce qu'il peut se faire. Il y a eu l'idée de reporter le truc, de demander un report des négociations. Le problème, c'est qu'un report, c'est quand même difficile parce qu'il y a des élections européennes qui arrivent, qui ont lieu le 26 mai, dans la dernière semaine du mois de mai. Donc il faut absolument que le Royaume-Uni soit sorti fin mai, parce que si le Royaume-Uni n'est pas sorti fin mai, il est membre de l'Union européenne, il doit donc y ait des députés. Et s'il élit des députés, il faut donc que tous les députés, on sait partager les dépouilles. Il faut donc qu'on revienne à la situation antérieure. Ça veut dire que dans les 27 autres pays, on fasse de nouvelles lois électorales, parce que nous, on a une loi électorale de juin 2018 qui a fixé qu'on revenait à une liste nationale, qui a fixé qu'on passait à 79 députés. Donc il faut que dans l'urgence, dans les 27 autres pays, on fasse des lois pour revenir sur le... Bon, ça paraît impossible. Donc ça veut dire que le report ne peut être que de quelques semaines. Ou alors un truc un peu imprévu, c'est-à-dire que, en plus de ça, le report, il faut l'unanimité des États membres. Qui assure qu'il y aura l'unanimité des États membres? Moi, je me demande par moment s'il n'a pas été secrètement déjà décidé au sein des élites britanniques. D'ailleurs, quand vous regardez le détail, vous apercevez que l'avantage d'un Brexit sans accord est énorme. Ils payent plus de 44 milliards d'euros. Ils sont
Mais je me demande si, secrètement, les élites britanniques n'envisagent pas un Brexit sans accord en essayant de faire porter le chapeau de l'absence d'accord à l'Europe. C'est ça. Donc, tout ce jeu qui perd gagne, etc. Pour l'instant, je ne sais rien. On verra bien. Bon. Je vais déjà 8h10, je vais vous parler. J'espère avoir répondu à vos questions. Je crois qu'il faut libérer la salle. Peut-être, vous avez encore une fois la possibilité de faire vos emplettes ou d'adhérer tout à l'heure, dans l'instant même. Je suis là pour signer éventuellement des petites dédicaces si vous adhérez. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette réunion. Je vois une immense qualité d'écoute dont je me suis très reconnaissant collectivement. Vous savez, quand on parle en public, on sent quand les gens écoutent et quand ils n'écoutent pas. J'ai noté que les gens écoutaient avec passion, donc je suis très honoré. Et je voudrais terminer en insistant quand même sur l'extrême gravité. De temps en temps, j'essaie de faire rire la salle, mais les moments sont quand même extrêmement graves de ce qui se passe dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est vraiment fondamental, même si le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir, il est fondamental qu'un parti comme le nôtre puisse avoir des députés, ça veut dire dépasser 5%. Maintenant, c'est entre vous-mêmes que ça réside. Si on dépasse 5%, ça va vraiment déménager par rapport à l'antérieur. Et vous imaginez le TF1 20h, le 26 mai, à 20h, vous voyez la tête complètement défigurée, blanche, livide de Gilles Boulot, qui dit les premiers résultats donnent une situation qui était totalement imprévue, c'est-à-dire qu'il y a un parti qui connaît une très forte progression, c'est l'UPR, la liste UPR de François Asselineau pour le Frexit, qui obtient 8% des voix. Et c'est terrifiant. Ça veut dire que le parti du Frexit est en forte progression. C'est extrêmement inquiétant. Qu'en pensez-vous, Bernard-Henri Lévy, que j'ai invité dans vive la République et vive la France!